On va commencer. Louis, est-ce que tu peux couper 30 secondes ton écran, s'il te plaît? Histoire que ce soit un peu plus humain. Je vais demander à certains qui n'ont pas coupé encore leur caméra de la couper pour que la bande passante soit idéale pour une meilleure réception. Je vous remercie. Bonjour à tous. Du coup, on est ravis de vous retrouver pour le premier meet-up online de l'année scolaire, disons. Et bon, pour des raisons qui sont évidentes, on a décidé de le faire online malgré certaines organisations qui étaient déjà faites en présentiel. On espère un jour pouvoir se retrouver comme on avait l'habitude de faire, autour d'un talk, workshop et apéro après. Mais voilà, pour le moment, on a décidé de faire comme ça. Aujourd'hui, on accueille Louis Chenet qui va nous parler de Design Token. Moi, je vais lui laisser la parole. Petit mot, cette présentation est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver après. Nous allons la partager sur une autre plateforme. Voilà, Louis, je te laisse la main et encore merci de venir parler chez nous. Louis, on ne t'entend pas. Il faut que tu te démutes. Hop, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ok, du coup, tout le monde voit les slides, c'est bon? Oui. Très bien, ça marche. Allez, Andiamo. Donc, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup tout d'abord à Design System France pour l'invitation. Ça me fait très plaisir aujourd'hui de venir papoter avec vous de Design Token. Donc aujourd'hui, on va parler standardisation de Design Token. Est-ce que ça ressemble au futur du design à grande échelle? Donc, je m'appelle Louis, je suis cofondateur de Specify et développeur front-end. Je suis également membre du Design Tokens Community Group, groupe de travail au sein du W3C qui travaille sur les design tokens. J'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus tard. Et je suis également l'auteur de l'article Design Token for Dummies. Et auparavant, j'ai pu travailler dans des agences et chez un annonceur qui s'appelle Sparizy. Et puis en dessous, mes informations de contact que vous pouvez utiliser si vous voulez papoter avec moi. Ce sera avec plaisir. Alors, au menu ce soir, on va discuter Design Token. On va d'abord définir ce que c'est. Ensuite, on va aborder ensemble ce que c'est une Design API. On va ensuite voir pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un standard pour les Design Tokens. On va également voir quel futur est en train de se dessiner pour les Design Tokens. Et puis enfin, je vous ferai la démonstration d'une Design API. Alors, Design Token, Kezako. Au lieu de définir vraiment précisément ce que sont les Design Tokens, je trouve que c'est bien d'abord de reformuler un petit peu la question, et c'est avant tout un problème business en fait. C'est-à-dire que ce problème-là, il va très bien être présenté avec les deux exemples suivants. Donc, on est en 2015 et Spotify est en train de faire un rebranding. Rebranding qui est en fait l'occasion pour eux de mettre en place la nouvelle identité de marque qu'on peut voir actuellement dans leurs produits. Et donc, Spotify, c'est un seul produit digital réparti sur plus de 45 plateformes différentes, que ce soit des montres, frigo, les applications mobiles, natives, des sites web, enfin c'est pléthore de différentes plateformes à supporter. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, toutes les équipes au sein de Spotify avaient énormément d'autonomie. C'est-à-dire qu'elles c'était leur manière de fonctionner en interne. Et toutes les équipes, du fait qu'elles soient autonomes, avaient l'occasion de travailler un petit peu de la manière dont elles voulaient. Et si elles voulaient, elles pouvaient avoir leur propre design system. Et donc, c'était pratique
Mais au moment de vouloir justement effectuer ce rebranding et de réunifier vraiment toute cette identité graphique, eh bien, il a fallu d'une part trouver tous les design systems existants au sein de l'entreprise, ce qui a pris du temps, et il fallait les mettre à plat et puis les rassembler et les fusionner en un seul. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, ils ont appelé leur design system Encore, et à la base de ce design system, dans les fondations, en fait, ce sont les design tokens. Donc, avant même d'avoir utilisé ce nouveau design system Encore, pour appliquer cette nouvelle couleur verte, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant, le vert était un petit peu plus pomme, et aujourd'hui, il est beaucoup plus flashy. En tout cas, ils ont changé cette nuance de vert qui fait vraiment Spotify. Eh ben, ils ont mis plusieurs mois à l'appliquer une seule couleur sur toute leur plateforme. Alors qu'aujourd'hui, avec la structure qu'ils ont actuellement, ça leur prendrait que quelques heures. Deuxième exemple, Wall Street Journal. Wall Street Journal, donc, qui est une marque mondialement connue, mais qui présente également plein d'autres sous-marques. Et donc, les personnes en charge du Wall Street Journal ont un jour pris la décision de changer la typographie. Typographie qui était donc appliquée sur la marque Wall Street Journal et puis sur l'ensemble des sous-marques. C'est quelque chose qui a été très difficilement... ça a été appliqué, mais avec beaucoup de difficultés, dans le sens où, vu que il n'y avait pas de design tokens, il n'y avait pas encore toute cette notion toute cette idée de design system, etc. Il n'y avait même pas forcément de variables. Eh bien, les couleurs et notamment la typographie et la fonte, c'était appliqué en dur. Et donc, ça leur a pris, pour changer la fonte sur le Wall Street Journal et sur l'ensemble des sous-marques, ça leur a pris plus de 2 ans. Ça a nécessité le travail d'au moins 100 personnes. Et même encore aujourd'hui, il y a des pages avec l'ancienne typographie. Donc, littéralement, le choix de changer une seule typo, ça a coûté des millions de dollars. Donc, les design tokens. J'aime beaucoup cette définition de Sarah Federman. Elle dit c'est des variables multiplateformes qui vont permettre de définir des données de design. Donc, quand on pense à données de design, ça peut être des couleurs, ça peut être des typographies, ça peut être des styles de texte, ça peut être des variables d'espacement, ça peut être toutes ces décisions design qui vont composer finalement l'ensemble des interfaces d'un produit digital. Une autre définition de la fameuse Gina Han. Donc, les design tokens, c'est une méthodologie, et donc, selon elle, dire que les design tokens, c'est juste des variables, c'est comme dire le responsive design, c'est juste des media queries. Et effectivement, au final, les design tokens, c'est une technologie qui est agnostique, qui est neutre, et qui permet d'appliquer des décisions design sur plusieurs plateformes et appareils. Donc, pour ceux qui sont familiers avec la taxonomie Atomic Design, où on a des composants qui sont classifiés selon leur taille et qui vont être assemblés les uns avec les autres pour composer des templates puis des pages et par extension les interfaces d'un produit digital. Les design tokens, en fait, ça se place en amont des atomes, parce qu'en fait, un atome, par exemple, prenons l'exemple d'un style de texte. Eh bien, un style de texte, c'est plusieurs décisions design rassemblées en un seul atome. Par exemple, une hauteur de ligne, un espacement entre les différents caractères. Donc, ces deux décisions design peuvent créer un style de texte, mais au final, ces deux décisions design sont deux design tokens. Donc, en fait, les design tokens permettent vraiment aux équipes produits de mieux collaborer, et ça assure la cohérence d'une marque à travers plusieurs plateformes. Là, ici, vous pouvez voir un aperçu de différents types de design tokens qui existent. Alors, en fonction des organisations et des besoins des différentes équipes, tous ces types-là ne seront pas forcément utilisés. Il y en a même qui ne sont pas forcément présents ici. Mais en tout cas, il y a beaucoup de types de design tokens
Mais ceux qui vont principalement nous venir à l'esprit, bien évidemment, ce sera les couleurs, les fontes, les styles de texte, etc. Donc les design tokens, ça va être des données design qui vont être utilisées dans certains contextes. Et ça doit avoir un nom. Une variable, ça a un nom. Donc, les design tokens vont être nommés différemment selon leur contexte d'utilisation. Je m'explique. Vous pouvez, par exemple, avoir votre identité graphique qui va utiliser une palette de couleurs. Cette palette de couleurs dans cette palette de couleurs, il va peut-être y avoir du rouge, du vert, du violet. Et ces trois couleurs vont avoir différentes gammes. Et donc, ces gammes vont aller, par exemple, du plus clair au plus foncé. Donc, par exemple, le plus clair serait un violet très clair serait purple 100 et un violet très foncé serait purple 900. Donc là, ici, on a certaines options devant nous. Donc, par exemple, une des options, c'est purple 500, qui a une valeur dans un code RGB, rouge, vert, bleu. Et donc, on dit, voilà, on a une option, on a un purple 500, à nous de voir est-ce qu'on l'utilise ou pas. En tout cas, ça fait partie des choses qu'on peut utiliser. C'est tout simplement une option de design. Et cette option de design, on va peut-être choisir de l'utiliser dans un contexte particulier. Ces contextes, c'est généralement les contextes liés aux composants. Donc, par exemple, on va dire, eh bien, ce purple 500, c'est la couleur qui est vraiment propre à ma marque. Eh bien, j'ai envie qu'elle soit utilisée dans mes actions principales. Donc, mes boutons primaires, je voudrais qu'ils aient comme fond ce purple 500. Et donc, dans ces cas-là, on va avoir un design token qui s'appelle background button primary default, par exemple, qui va hériter d'un autre design token. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un alias, plus communément. Et donc, dans le contexte du bouton, le fond va utiliser comme valeur purple 500. Et on pourrait très bien se dire aussi, bon, je veux que certains éléments interactifs de mes interfaces, ils aient une bordure d'une certaine couleur, et je veux que cette certaine couleur, ce soit le purple 500. Donc, en fait, ici, on a une option de design purple 500 qui est utilisée dans deux contextes différents. Pour le fond de couleur d'un bouton, et puis pour la couleur de bordure. Et ça, ce sont des décisions de design. Donc, on peut très bien voir les choses un petit peu plus larges, c'est-à-dire qu'on va avoir prenons trois options. Donc ici, on a un style de texte qu'on appelle text body large, qui va donc correspondre à un style de texte un petit peu plus large que celui par défaut. On va avoir un purple 500 dont on vient de parler précédemment. Et puis, on aura une échelle d'espacement et il y a une des valeurs de cette échelle qui s'appelle base space 3. Ça, ce sont des options. Mais une fois qu'on va les appliquer dans le contexte d'un composant, ça va devenir des décisions. Donc ici, par exemple, vous voyez que button text default, c'est un alias de text body large, mais dans le contexte du bouton. Donc tout simplement, ça fait ça. Ici, on a un bouton. Alors, il y a d'autres design tokens qui pourraient très bien être appliqués à ce bouton qu'on n'a pas listé ici. Mais en tout cas, voilà, pour bien vous faire comprendre, ici, on a un bouton qui utilise 3 design tokens contextualisés. Donc, comme je disais, les design tokens, ça va permettre, en fait, c'est des décisions de design qui vont pouvoir naviguer d'une plateforme à une autre. Ces décisions de design, généralement, elles sont prises dans un outil design, donc Sketch, Figma, Adobe XD, Photoshop pour avant. Et ces décisions, elles doivent être appliquées finalement dans des applications. Et ces formats, donc par exemple, si on prend le format d'une couleur, bien, dans Figma, je peux très bien avoir une couleur qui a un format RGB ou hexadécimal. Ça conviendrait à une plateforme comme celle, une plateforme web, mais il y a d'autres plateformes qui ont des contraintes techniques différentes. Par exemple, Android et iOS, eh bien, n'acceptent pas ce format-là. Et donc, en fait, on a besoin d'avoir une donnée design qui est neutre et qu'on va parfois avoir besoin de convertir, de transformer, de modifier pour que la plateforme cible puisse utiliser cette valeur-là. Et bien évidemment, d'accord, on parle de plateforme, mais in fine, c'est des applications à destination d'utilisateurs qui seront servis. Donc voilà, le plus important ici, ce qu'il faut retenir, c'est un design token, c'est une donnée neutre,
qu'on va parfois devoir convertir et transformer pour rendre compatible à différentes plateformes qui vont pouvoir être utilisées par des utilisateurs finaux. Ça, c'est une définition de Cristiano Rastelli que j'aime beaucoup, effectivement. Cristiano explique qu'en fait, les design tokens sont très utiles pour définir des valeurs de design qui sont au cœur de votre marque, mais leur vrai pouvoir, il émerge vraiment quand ces valeurs-là, elles sont utilisées dans le contexte de composants. Parce qu'on ne va pas se mentir, si vous avez votre identité graphique qui est déjà définie, ce n'est pas forcément cette identité graphique que vous allez changer dans la vie de tous les jours. Le gros de votre travail va principalement se passer sur des contextes un petit peu plus précis, donc que ce soit sur des contextes de flow utilisateur, que ce soit dans des contextes un petit peu plus précis comme une page ou même d'un composant, eh bien c'est là que des design tokens contextualisés vont être utilisés et modifiés bien plus régulièrement. Alors là, maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est une design API. Alors, aujourd'hui, c'est quand même assez difficile de créer des expériences cohésives sur plusieurs plateformes. C'est-à-dire que si on veut créer, vous pouvez très bien utiliser un framework. Vous pouvez imaginer que vous ayez à supporter une application web, une application Android et une application iOS, et que vous voulez mettre à jour, par exemple, un token de couleur sur chacune de ces plateformes. Comment est-ce que vous feriez? Bon, vous pourriez vous dire, très bien, on va modifier les interfaces et on va faire valider ces interfaces par plusieurs équipes. Ensuite, une fois que c'est validé, il va falloir implémenter ces changements dans différents langages et dans différentes bases de code. Et puis, peut-être qu'il faudra tester ces implémentations sur différents appareils ou sur différents simulateurs. Et là, puisque chaque plateforme possède sa propre manière de travailler, finalement, le temps de mise sur le marché de la décision que vous avez prise, elle est au moins triplée, en fait. Et donc, là, ici, on a une énorme friction qui doit essayer d'être gommée. C'est une friction qui existe entre les plateformes et qui, malheureusement, elle impacte toutes les personnes impliquées dans la création des interfaces pour les utilisateurs. Donc, c'est quand même un défi aujourd'hui d'appliquer un simple changement qui, au final, s'explique de manière très simple. Mais si ce changement il doit être appliqué sur beaucoup de plateformes à la fois, c'est bien plus complexe que ça en a l'air. Donc, si on reprend un petit peu cette définition de Nathan Curtis concernant les design systems, donc un design system, c'est pas un projet, c'est un produit qui va être utilisé pour servir d'autres produits. Donc, un design system, c'est un produit en interne que vous allez concevoir vous-même, dont les utilisateurs vont être les personnes en interne de votre entreprise ou les personnes avec lesquelles votre entreprise travaille, tout simplement. Et vous allez vous servir de cet outil digital pour construire votre propre outil digital. Donc, toute la logique de construction et de maintien d'un produit digital peut de toute façon s'appliquer à un design system. Donc là, ici, un design system, ça a pour vocation vraiment de rassembler toutes les ressources nécessaires à une organisation pour concevoir et maintenir ses produits digitaux. C'est vraiment l'histoire, c'est vraiment le grimoire qui rassemble l'histoire de comment est-ce qu'une organisation doit concevoir et maintenir ses produits digitaux. Donc là, ici, on a des design tokens. Bon, j'en ai listé quelques-uns. Et ces design tokens font partie des éléments fournis par le design system. Et donc, ces design tokens ils doivent être définis, ils doivent être mis à jour, ils doivent être récupérés par les différents outils de l'organisation. Et les design systems, au final, ils commencent vraiment de plus en plus à ressembler à des API. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce principe d'API, ce que c'est une API, ça va énormément parler aux développeurs, peut-être un peu moins aux designers. Voyez une API comme un moyen pour une organisation de mettre à disposition des données lui concernant à l'extérieur de son organisation. Par exemple, si vous utilisez l'API de YouTube, vous pouvez utiliser le player de YouTube, mais pour autant, ce n'est pas vous qui l'avez conçu, ce player. Donc, YouTube fournit une API, vous fournit un espèce de contrat. Une API, c'est un contrat entre deux parties
qui dit si tu me demandes une ressource ou plusieurs de telle manière, eh bien, tu pourras t'attendre à ce que je te les envoie d'une certaine manière. Et c'est exactement la même chose. Les design systems, on va dire, bon, bah, j'ai besoin de récupérer les couleurs. Bon, bah, actuellement, oui, on va peut-être aller sur un style guide, on va peut-être aller sur une documentation qui a été faite, qui a été générée, mais on va aller voir le design system pour récupérer de l'information. Et on va également nourrir aussi ce design system pour lui rajouter des éléments, pour le modifier, etc. Donc au final, c'est vraiment le design system, il va agir comme une API qui va venir prendre des informations et qui va venir les recracher à un autre endroit dans un format nécessaire. Donc ça, c'est très important parce qu'en fait, le fait que le design system fonctionne bien, ça permet à ses utilisateurs d'être autonomes. Et l'autonomie, c'est très important. Être autonome, ça veut dire par exemple pouvoir utiliser les informations fournies par le design system dans n'importe quel outil, dans n'importe quel langage, dans n'importe quel contexte. Comme ça, les équipes ne sont pas évitent d'être trop interdépendantes. Et ça, si c'était le cas, ça ralentirait vraiment, une fois de plus, le temps de mise sur le marché des produits et des fonctionnalités. Donc ça, l'API, c'est vraiment la solution idéale à ce genre de problématique. Donc une API, ici, vous voyez, le design system, on va avoir différentes équipes qui vont être au sein d'une organisation et qui vont venir consommer et nourrir le design system. Et le design system, on a dit, c'est pratiquement comme une design API, ça agit comme tel. Et donc, c'est plus des équipes qu'on a, mais on va avoir pléthore d'outils qui vont devoir communiquer, envoyer de la donnée et la recevoir et échanger de la donnée avec la design API. Donc, vous pourriez très bien imaginer des flows, des transmissions de données au sein de votre organisation. Donc, les design API sont vraiment l'évolution logique des design systems. Mathieu Ström, donc un designer qui travaille avec moi au sein du Design Tokens Community Group, lui dit que une design API dont on arrive à deviner le fonctionnement, c'est la fondation d'un design system qui fonctionne comme un réseau. C'est vraiment la prochaine étape dans l'évolution des design systems. Je vous conseille de lire son article Design API in Practice. Donc, pourquoi, en fait, est-ce qu'on a besoin d'un standard? Là, je vous ai fait une présentation brève de ce qu'était une Design API, mais en fait, on a vraiment besoin d'un standard pour la raison suivante. En fait, pour que l'identité de marque d'une organisation elle puisse être appliquée facilement, ces design tokens doivent pouvoir transiter vraiment librement d'un outil à un autre. C'est-à-dire que, par exemple, les designers, ils travaillent dans un outil design. Donc là, ici, j'ai mis Figma. Mais si les designers travaillent dans Figma, dans Sketch, dans Adobe XD, l'ensemble des décisions qu'ils vont prendre dans cet outil-là doit très facilement pouvoir être envoyé au design system et recraché dans un outil qui aura besoin de ces informations-là. Donc là, ici, Pitch, pour ceux qui ne savent pas, c'est d'ailleurs l'outil que je suis en train d'utiliser actuellement pour vous faire la présentation, c'est l'équivalent d'un PowerPoint. Vous pourriez très bien modifier designer une couleur et la couleur validée va automatiquement être mise à jour dans les slides des équipes commerciales. Donc ça, c'est un premier échange qui est possible. Deuxième échange, vous pourriez très bien avoir stocké des images sur un compte Dropbox. Et puis, s'il y a des modifications qui sont faites sur ces images-là, alors automatiquement, elles vont venir synchroniser un répertoire de code sur GitHub. On pourrait également avoir, pour des product managers, comment est-ce que j'arrive un petit peu à suivre des tâches que des développeurs doivent faire? Bon, bien, par exemple, des modifications dans l'outil design, ici Figma, pourraient très bien créer automatiquement des tickets dans Jira
qui serviraient donc justement les product managers et puis les personnes qui doivent régler ces tickets. Puis enfin, par exemple, on pourrait très bien avoir des traductions qui sont dans un fichier Excel, et puis on vient connecter ça à la Design API, et ça viendrait mettre à jour Webflow qui est un CMS qui globalement vous permet de construire à la souris c'est un site builder. Et donc, les modifications de traduction qui sont faites sur Excel mettraient automatiquement à jour les interfaces faites sur Webflow. Et ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Ça évite à deux équipes d'être trop dépendantes l'une de l'autre, et vraiment, ça leur assure une synchronisation parfaite. Donc, il y a des prérequis. C'est-à-dire que pour avoir un standard, il faut déjà que les deux outils puissent se parler. C'est-à-dire que là, je vous ai donné des exemples tout à l'heure avec Figma qui va envoyer de la donnée, mais pour que Figma puisse envoyer de la donnée, en fait, il faut que les outils ils aient des API. Il faut que les outils ils puissent avoir pris en compte dans leur manière de fonctionner que des informations qui sont à l'intérieur d'eux puissent être envoyées ailleurs. Donc, soit par des API de lecture, par exemple, une API de lecture dans Figma, on va l'utiliser pour venir lire les informations d'un document. Et puis, si j'ai envie d'écrire la donnée dans PowerPoint, par exemple, pour appliquer la nouvelle couleur, eh bien, PowerPoint aurait besoin d'une API d'écriture. Et donc, ça, vraiment, pour que ces types de flows soient possibles, il faut que les outils ils aient des API, parce que sinon, ils ne seront pas capables de se parler, en fait. Et une fois qu'on a ça en place, effectivement, on pourrait avoir des design tokens qui peuvent transiter d'un système, mais il faut qu'ils respectent, une fois de plus, les contrats. C'est-à-dire que Figma va vous autoriser à récupérer des informations d'une certaine manière. Et PowerPoint pourrait vous dire, je veux bien que tu m'envoies des informations, et moi je peux les écrire, mais pareil, il faut que tu respectes un certain format. Donc, il y a des formats d'API à respecter. Donc, notre marché, en fait, il a réellement besoin d'un standard pour les design tokens, qui serait largement utilisé pour que chaque décision design elle puisse transiter librement à travers les différents outils d'une organisation. Donc Danny Banks, une autre personne, une des personnes qui maintient Style Dictionary. Style Dictionary qui est un outil qui permet de prendre un design token en format neutre et de le convertir pour une plateforme. Donc c'est lui qui travaille à Amazon qui maintient ce projet-là. Et il travaille avec Matthew Strum et moi-même au sein du Design Token Community Group. Lui dit que les systèmes, en fait, devraient supporter comment les créateurs travaillent. Et au final, c'est très logique parce que ce serait bien plus pratique d'avoir un design system qui est flexible et qui s'adapte aux changements d'outils, aux changements d'organisation, que de devoir le mettre à jour en fonction de comment est-ce que les personnes travaillent, en fait. C'est vraiment le futur des design systems, c'est la flexibilité. Et la flexibilité, c'est ce vers quoi tendent les design systems aujourd'hui s'ils étaient amenés à respecter le principe d'une design API et d'un standard. Donc, ce standard, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ai évoqué l'existence du Design Token Community Group. C'est un groupe de travail qui a été créé en 2019 par Kaelik Delumeau-Prigent. Donc, Kaelik, c'est une personne qui travaille chez Shopify, c'est lui qui a fédéré, en tout cas, pour la première fois, la communauté des design tokens. Et donc, il a créé un repository sur GitHub, et puis les gens ont commencé à parler et à penser leur manière de voir un petit peu comment est-ce que chacun pensait structurer des design tokens. Mais sauf que cette conversation-là, elle commençait à être difficilement gérable, et en février 2020, il y a un appel aux éditeurs qui a été fait pour que, ok, c'est bien beau de parler, de chacun donner son avis, mais si à un moment on n'écrit pas noir sur blanc et on se met pas tous d'accord sur, ok, le format des design tokens, ça doit ressembler à ça, en fait, les choses vont pas avancer. Donc, il y a besoin pour ça d'éditeurs. Les éditeurs,
c'est quelque chose qui est vraiment commun au sein du W3C. Donc, il y a des éditeurs qui travaillent dans les groupes de travaux pour le CSS, pour le HTML. Donc, c'est des personnes qui vont se rassembler et qui vont un petit peu comprendre les besoins du marché, auquel les navigateurs devraient implémenter telle fonctionnalité ou les gens ont tel besoin. Bon, bah, ok, peut-être qu'on va travailler sur des variables CSS ou peut-être qu'on va travailler sur le principe de media queries, par exemple. Eh bien, les éditeurs, c'est vraiment les personnes qui vont écrire noir sur blanc les standards, tout simplement. Et en juin 2020, tous les éditeurs ont été trouvés, ils ont été répartis sur différents modules de recherche. Modules de recherche que je vous présenterai juste après. Donc, ce Design Tokens Community Group, il a deux objectifs. Premièrement, il doit fournir un standard pour les design tokens. Il doit permettre vraiment aux créateurs d'outils et aux consommateurs d'avoir un design de qualité à grande échelle grâce au Design API. Et donc ça, c'est Kaelik qui s'en occupe. Deuxième objectif, c'est de gérer la communauté, d'interagir avec elle pour vraiment promouvoir et mettre en avant les meilleures pratiques liées au design token. Et ça, c'est géré par Gina Han. Alors, les différents modules du Design Tokens Community Group sont les suivants. On a un module de base, qui est au final le module des formats, du format, c'est-à-dire nous, éditeurs qui travaillons sur ce format, on doit se mettre d'accord sur un design token, à quoi il doit ressembler. Quand on soulève le capot du design token, à quoi est-ce qu'il va pouvoir servir et quelles sont les propriétés qu'il va pouvoir avoir. Par exemple, un design token, pour l'instant, ok, on sait que ça va pouvoir avoir un nom et une valeur. Par exemple, Purple 500, c'est le nom du design token et la valeur du design token, ce serait une valeur RGB. Mais il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait rajouter en plus. Et donc, en fait, la structure du design token, c'est vraiment c'est ce sur quoi portent les principales questions du module qui travaille sur le format. Et une fois que ce format aura mis en place, une fois que ce module on se sera vraiment mis d'accord sur un format, alors les autres modules, ceux des couleurs, ceux des variables d'espacement, ceux des animations, je vous ai mis 3 petits points, mais il y en a d'autres en fait des modules qui vont commencer à voir le jour. Eh bien en fait, ils vont pouvoir se baser et rajouter des propriétés en plus. Parce qu'un token d'animation n'a pas les mêmes contraintes qu'un token de type couleur. Mais tous ces modules, tous ces nouveaux modules, en fait, de base, vont hériter des décisions qui ont été prises par le module qui travaille sur le format. Alors, là, maintenant, on va passer au moment un petit peu excitant. À quoi peut ressembler le futur des design tokens? Alors, c'est quelque chose il y a un principe qui s'appelle l'interopérabilité universelle. Bon, derrière ce terme un petit peu complexe, se cache quelque chose d'au final assez facile à comprendre, dont je vous ai déjà parlé. L'interopérabilité universelle pour les design tokens, c'est tout simplement la capacité de définir et de maintenir des design tokens à partir de n'importe quel outil. C'est la liberté, c'est la flexibilité qu'on essaye d'avoir et d'atteindre avec les design systems dont je vous parlais tout à l'heure. C'est actuellement le Graal qui est en train de se dessiner. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça nous permettrait, par exemple, d'éditer nos design tokens directement depuis un fichier JSON ou un fichier YAML. Donc, c'est des fichiers. Ça, c'est des types de formats de données qui sont neutres. C'est-à-dire, c'est vraiment, techniquement, c'est des formats qui peuvent être utilisés vraiment partout et qui pourraient venir justement stocker les design tokens pour être utilisés à grande échelle. Ça nous permettrait également de voir ou d'utiliser nos design tokens depuis un outil design. Donc, si on prend l'exemple de Sketch ou de Figma ou d'Adobe XD, par exemple, ces outils-là ont déjà commencé à mettre en place, à prendre en compte le principe de variable design. Donc, les couleurs peuvent être sauvegardées dans des variables. On pourrait avoir des styles de texte. On pourrait avoir des ombres. Ça,
c'est les outils qui commencent un petit peu à évoluer et à s'aligner sur la manière de travailler des développeurs. Et les outils design commencent à supporter de plus en plus la création et le maintien des design tokens. Pour l'instant, ils ne les créent uniquement. C'est encore un petit peu difficile de venir consommer des design tokens depuis un outil design. On ne peut pas utiliser un design token créé dans Sketch et l'utiliser dans Figma, par exemple. S'il y avait un format et que les deux outils respectaient ce format, alors c'est vraiment la clé de voûte. Alors, dans ces cas-là, ces décisions de design pourraient très bien naviguer de cet outil à un autre. Si demain, vous choisissez de passer d'un outil à un autre, eh bien, sachant que vos design tokens, ils ne sont pas stockés dans l'outil, mais ils sont stockés dans la design API, eh bien, remplacer un outil par un autre, ça se fait pratiquement en un claquement de doigts. Donc, une fois de plus, ça donne de la flexibilité à votre organisation. Ça nous permettrait également d'utiliser nos design tokens dans des applications telles que, je sais pas, par exemple Google Docs, Microsoft Word, ou créer des templates et des thèmes à partir de ces design tokens. Donc, c'est vraiment, il y a plein d'outils dans notre quotidien. Quand on travaille pour une entreprise qui conçoit et qui maintient un produit digital, on utilise pléthore d'outils dans notre quotidien et ces outils-là, finalement, ils peuvent très bien être une source ou une destination pour utiliser des design tokens. Et ou alors, on pourrait très bien utiliser nos design tokens dans des CMS, donc dans des systèmes de gestion de contenu, comme Webflow, Squarespace, WordPress ou Shopify. Et donc, vous faites vos modifications dans un outil, modifiez votre logo dans Sketch, et bien automatiquement, ça va mettre à jour le logo dans la base de code et dans vos interfaces que vous avez fait dans Webflow, par exemple. Donc, une fois de plus, ça donne de la liberté, de l'autonomie et de la flexibilité aux différentes personnes qui travaillent dans l'entreprise. Alors ça, c'est un outil que je trouve assez sympa dans le sens où c'est ni plus ni moins qu'un panneau de contrôle pour gérer des design tokens. Donc en fait, vous modifiez certaines informations, vous modifiez les design tokens dans le panneau du haut, et puis l'interface qui est en dessous va complètement réagir face à ces modifications-là. Donc, si vous avez un système où vous avez vraiment, vous designer, ou en tout cas vous preneur de décision design, si vous avez un panneau de contrôle design comme ça à votre disposition, eh ben c'est génial parce que finalement vous touchez un seul bouton et puis vous pouvez voir l'impact qu'a votre décision sur pléthore d'écrans, pléthore d'interfaces, etc. Donc ça c'est vraiment pratique. C'est une petite démo qu'il a faite, mais ça pourrait être utilisé dans des contextes encore plus forts. On a aussi le cas du multimarque. Donc, on a abordé la problématique qui était liée à avoir plusieurs marques, une marque principale et des sous-marques avec Wall Street tout à l'heure, avec le Wall Street Journal. Si, par exemple, vous considérez que vous avez des composants qui sont créés une fois, mais qui vont être utilisés au final. Là, c'est l'exemple d'un composant d'une carte. Donc, ça pourrait par exemple être une liste de produits ou une liste d'articles. Bon, eh bien, ces cartes-là, en fonction de la marque dans lesquelles ils vont être utilisés, eh bien, il n'y aura pas la même identité graphique qui leur sera appliquée. Mais pour cela, il faut que les composants ils soient construits d'une manière intelligente. Cette manière intelligente, c'est quoi? C'est les composants. On va leur dire, tu es construit de manière neutre. Ta couleur de fond, c'est pas vert. Ta couleur de fond, ce sera, par exemple, un design token qui s'appellera card background. Et card background, sa valeur, ce sera un design token qui correspond à une identité de marque bien précise. Donc ici, on voit l'utilisateur qui navigue de thème en thème. Et en fait, la chose qui se passe derrière tout ça, c'est que les variables CSS, les design tokens qui sont appliqués aux composants, finalement, changent. Ce sera toujours les mêmes design tokens
ce sera les mêmes noms, mais les valeurs vont changer. Et donc ça permet très facilement d'avoir un seul et même composant utilisé sur différentes sous-marques. Et vous n'avez plus 5 composants différents à maintenir, mais un seul. Et ça, pareil, ça rend vraiment l'expérience bien plus flexible pour les utilisateurs du design system. Donc, par exemple, vous voyez, ça pourrait donner ça. Donc ça, c'est un cas réel, c'est-à-dire que c'est un composant en carte qui est utilisé sur 3 marques, verywell.com, The Spruce et The Balance. Mais c'est le même code derrière, c'est juste que les valeurs, les décisions de design qui dictent à quoi ces cartes-là, ces composants vont ressembler, au final, leur valeur change en fonction de la sous-marque, mais la structure reste la même. Et au-delà des produits digitaux, les design tokens peuvent aussi s'appliquer. Et ça, pareil, je trouve ça assez excitant. C'est-à-dire que prenez en compte, par exemple, votre design API, donc votre design API qui contient vos design tokens que j'ai mis au centre. Parmi les utilisateurs principaux, donc là j'ai mis core developers et core designers, mais ça pourrait être aussi les personnes qui travaillent sur l'accessibilité, les personnes qui travaillent dans les équipes marketing. En tout cas, dans ce premier niveau d'utilisation, ça va être les premiers utilisateurs en interne des design tokens. Et puis après, on aurait par exemple des outils un petit peu annexes qui viendraient utiliser ces design tokens. Donc, voilà, ça pourrait être des templates, ça pourrait être des présentations PowerPoint, ça pourrait être des signatures d'email qui se mettent à jour automatiquement avec les bonnes couleurs, les bonnes typos, les bons logos, etc. Et puis, le dernier niveau, c'est des éléments qui sont hors interface, ou en tout cas qui ne sont pas uniquement liés à un écran. Donc, par exemple, on aurait des lumières. On pourrait avoir très bien, aujourd'hui avec les objets connectés, on pourrait très bien avoir des ampoules qui sont connectées à vos design tokens. Et si vous modifiez ça, alors, par exemple, pendant une réception, eh bien, la lumière de la salle changerait avec le rebranding d'une organisation. Enfin, ça ouvre tout un nouveau champ de possibilités, ou même sur le plan de l'audio. Donc, quand vous envoyez un message sur votre iPhone, il y a un petit son qui part, ce petit son fait partie de la marque en fait. Et donc, il doit aussi, lui, c'est un design token, mais c'est un design token de type son, mais qui doit pouvoir, pareil, naviguer dans tous les outils de l'organisation. Et maintenant, je vais vous faire la démonstration d'une API design. Alors, hop. Hop. Alors, la plupart des design tokens vont être créés dans un outil de design. Hop, excusez-moi. Alors, là ici, je suis dans Figma et j'ai pris la liberté d'utiliser des éléments de la marque DSF et de les référencer. Donc ici, on a le logo et on a des options de design, les couleurs. Ce document Figma contient des design tokens. Donc ici, les couleurs et le logo. Ce document Figma, il est connecté à une design API qui elle-même et sur cette design API est aussi connectée une base de code qui est ici un repository sur GitHub. Et cette base de code, eh bien, ce code-là, une fois mis va être utilisé pour une plateforme web et va être utilisé pour un site web. Donc ici, on a vraiment le flow que je vais vous montrer va de Figma jusqu'à la modification d'un site. Donc par exemple, imaginons que DSF, et on vous le souhaite, que ça fonctionne tellement bien que ce soit plus uniquement Design System France, mais par exemple Design System Belgique.
la communauté design system francophone s'agrandit, et donc on a DSB. Et lié à ça, on va dire, OK, on a changé le logo et on va changer une couleur qui est le bleu principal. Et on va prendre, allez, on va prendre un gris. On va changer. Donc là, ici, j'ai deux modifications qui ont été faites. Et ces deux modifications ont été détectées par la Design API. Donc ça veut dire que la Design API va dire au repository GitHub qu'il y a des changements. Ces changements vont être représentés par une pull request. Alors, derrière ce terme un peu barbare qui va principalement parler aux développeurs, une pull request, c'est ni plus ni moins qu'une notification, c'est une modification que les développeurs qui travaillent sur le même projet vont pouvoir accepter ou rejeter. Donc ici, la Design API m'a généré une modification pour me dire « Coucou, il y a un fichier SVG qui a changé, le logo, et j'ai un token. » Donc ici, c'est une variable CSS. Je suis sur la plateforme web. J'ai une variable CSS dont la valeur a été modifiée. Vous voyez, le nom n'a pas changé, mais ce qui a changé, c'est la valeur. C'est exactement la même chose qui se passait pour nos différentes cartes tout à l'heure. Donc là, je suis développeur, je comprends les changements, c'est super, j'accepte les changements, je fusionne les changements liés à la modification avec le code existant. Et automatiquement, on aura les changements qui seront appliqués sur le site. Et là, pourquoi? Parce qu'une fois de plus, j'ai utilisé un outil. Cet outil, c'est Vercel. C'est un outil qui, connecté à votre base de code, va automatiquement mettre en production les modifications effectuées sur le repository dans un environnement de production réel. Donc voilà, c'était la démonstration d'une Design API. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis. Merci pour cette présentation super complète. Du coup, on a noté quelques questions. Et on va commencer. Louis, à toi de savoir si tu souhaites montrer ton visage ou si tu veux remettre le... Pour à dire, je peux... Comme tu souhaites. Ça va éviter peut-être l'inception au niveau du mythe. Ok. Du coup, une première question de Romain. Est-ce que les grilles sont considérées comme des design tokens? Ça pourrait totalement, ouais. Vous pourriez très bien avoir ça. En fait, c'est une grille, c'est quoi? C'est un nombre de colonnes. Ça va être donc ça va être une valeur pour les gouttières. Donc c'est une décision design finalement. Bon bah le nombre de colonnes, c'est un chiffre et un espacement entre les gouttières, c'est un token de type espacement, on va dire ça. Et donc oui, les grilles pourraient tout à fait être des types de design token. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils soient dans les. Peut-être qu'ils étaient dans les types, dans la slide sur les types, mais ouais, clairement. J'espère qu'on a répondu à la question. Une autre question, c'est quoi la donnée neutre d'une couleur du coup, si c'est pas hexa ou RGB, de la part d'Arthur? En fait, la donnée neutre, ce sera un format vraiment à partir duquel on peut générer plein d'autres formats. Par exemple, un hexadécimal, on peut considérer ça comme une donnée neutre. Parce qu'à partir de l'hexadécimal, on peut générer un RGB. Mais par contre, vous ne pourrez pas générer une couleur qui a une notion d'opacité à partir d'une valeur qui ne contient pas d'opacité à la base. Donc, c'est en fonction du travail que vous voulez effectuer sur votre couleur, vous allez utiliser un format ou un autre en amont. Mais un format neutre en ce qui concerne les couleurs, ça va être un format à partir duquel on peut générer le maximum de formats corrects par la suite.
Donc RGB, ça pourrait à partir du RGB, on pourrait éventuellement générer des couleurs pour du print peut-être. Enfin, il y a des conversions qui peuvent se faire dans un sens ou dans un autre, et les formats neutres pour les couleurs, c'est un format à partir duquel on peut générer l'ensemble des autres formats. Merci. Une autre petite question. On parle de variables pour les tokens, mais c'est plus des constantes. C'est une interrogation, bien sûr, de la part de Ketodone. C'est une question ou c'est plus une affirmation? Ça a l'air d'être une question. Ça a l'air d'être une question. Bon, alors, en fait, les constantes, comme son nom l'indique, c'est des choses qui vont pas changer, ou en tout cas très très rarement. Ça peut, en fonction de la manière de voir les choses, on pourrait appeler ça des constantes. Le plus important, certains vont appeler ça constante, certains vont appeler ça variable. Le plus important, c'est qu'on va associer une décision, une valeur, à un nom qui est humainement compréhensible. Donc, vous pouvez appeler ça constante ou variable, mais en tout cas, c'est le principe qui est vraiment à comprendre. Petite question de FX, est-ce qu'on considère qu'un design token, c'est un style guide? Est-ce qu'on considère que les design tokens, c'est un style guide? Absolument. Un style guide, c'est juste un outil pour documenter des décisions design. Donc, ça pourrait avoir la forme d'un site web avec des catégories. Et quand on navigue dans une catégorie, on va pouvoir voir des décisions. Donc, en fait, un style guide, c'est un lieu dans lequel on va venir référencer des décisions design. Mais les design tokens sont pas forcément dans le style guide. Le style guide va venir référencer des décisions. Ces décisions-là, généralement, sont des design tokens, mais au final, c'est un style guide, c'est pas des design tokens. Un style guide va venir mettre en avant et expliquer des décisions design, et ces décisions design sont des design tokens. Les deux vont de pair, mais c'est pas la même chose. Le style guide, c'est un moyen parmi tant d'autres de documenter des décisions. Question supplémentaire. Est-ce qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui ont ce niveau de maturité dans leur approche de design? Entre parenthèses, design API multi-techno. De Thomas. Très peu. Très peu parce que c'est tout nouveau. Et puis, bien évidemment, il y a des niveaux de maturité selon les différents, selon les industries. Aux États-Unis, c'est justement eux qui sont généralement plus moteurs, toutes ces notions-là, on va souvent les associer avec des personnes comme on va penser à Brad Frost, on va penser à des Nathan Curtis, on va penser à des personnes comme ça. Alors nous, effectivement, c'est pour ça que c'est génial, c'est que ça fait naître justement des communautés comme la nôtre. Et donc, j'ai envie de dire, il y a des industries qui seront peut-être plus en avance que d'autres, mais il n'y a pas vraiment de concurrence ni de guéguerre, quoi. Mais en tout cas, en termes de maturité, c'est peu d'entreprises actuellement utilisent ça, mais elles y viennent. En tout cas, des conversations que je peux avoir avec les personnes au sein du Design Token Community Group. Dans leurs entreprises, ces questions-là commencent vraiment à se poser et en fait, même parfois, il y a des entreprises qui commencent à mettre en place ou qui ont peut-être déjà mis en place des outils pour avoir cette flexibilité dont je vous parlais précédemment, en fait, sans vraiment savoir que ça ressemblait à une design API ou voilà, mais ce principe-là, en fait, qu'on le veuille ou non, commence à émerger de plus en plus. Aujourd'hui, les API, c'est ce qui fait principalement fonctionner Internet. Donc, ça va de toute façon commencer à toucher le design system de plus en plus, si ce n'est pas déjà le cas. Une question de Charles-Antoine. Pourquoi ne pas mettre l'usage dès le premier niveau dans le nommage des tokens? Par exemple, utiliser primary au lieu de purple pour avoir plus de flexibilité si demain ma couleur primaire passe du violet au bleu. J'ai pas bien compris. Moi, d'après ce que c'était dans la catégorie tout au début, dans le nommage, c'est pourquoi parler de couleur et non pas de parler de priorisation.
si Charles-Antoine, s'il n'est pas parti, veut rajouter quelques mots. Peut-être que la question, c'est pourquoi mettre dans le nom du token, faire une référence à la couleur? C'est ce que je comprends. Peut-être que ouais. Bon, partons avec cet a priori. C'est une bonne question. D'ailleurs, effectivement, je considère que c'est pas forcément la meilleure pratique. On va pas forcément avoir si on a la couleur principale de la marque, si c'est du vert, oui, on pourrait avoir comme premier réflexe d'avoir son token qui s'appelle Green Primary. Mais effectivement, si avec un rebranding ou une autre décision fait que cette couleur-là, c'est plus du vert, on s'oblige en plus à devoir changer le nom du token qui doit être répercuté après en plus dans le code et dans les différentes plateformes. Donc effectivement, non seulement les design tokens, ils doivent avoir un format qui est neutre, mais ils doivent avoir un nom qui est neutre. Ça, c'est le travail que les développeurs vont faire au quotidien, c'est-à-dire que ils vont nommer ils vont nommer des choses, ils vont créer des variables et sachant que c'est des variables, que les choses peuvent changer, on va souvent avoir tendance à pas appeler par exemple green, mais appeler ça primary color. Comme ça, effectivement, c'est une couleur primaire. Que ce soit du bleu, du rouge ou du vert, mon nom, il est toujours vrai. Donc effectivement, c'est une bonne pratique. J'espère qu'on a répondu à la question, du coup. J'espère aussi. Bon, très bien. Une autre question de Hashtag qui demande si on est obligé d'avoir une API pour faire du design token. Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, mais en fait, les design tokens, on peut très bien commencer petit et les définir dans un seul endroit, mais en fait, on va vite avoir le besoin d'utiliser ces tokens sur d'autres outils. Là, par exemple, j'ai pris l'exemple du site web, mais si on prend le Slack de DSF, si vous prenez la décision de changer votre logo, le logo, vous avez bien envie qu'automatiquement, il mette à jour votre repo pour que ça mette à jour votre site web et qu'il mette à jour aussi, par exemple, le logo sur le Slack. Bon, si on a envie que tout ça se fasse de manière automatique, il faut une API qui puisse faire la transition entre tous les outils. Alors, oui, les tokens n'ont pas forcément besoin, mais on va très vite avoir des besoins de faire en fait. C'est la design API, il faut voir ça comme l'autoroute et les design tokens comme les voitures. Pour que les design tokens puissent naviguer, ils ont besoin d'un support et la design API, elle fournit ce support de navigation. Merci. Une autre question de Benjamin. Est-ce que les éditeurs d'outils n'ont pas intérêt économiquement à empêcher cette interopérabilité? C'est une bonne question. En fait, ils ont intérêt. Déjà, d'une part, effectivement, c'est bien de penser ça, mais en termes de business, on pourrait se dire, oui, je fais toute une librairie de composants sur Figma. Si je permets à mes utilisateurs d'utiliser cette librairie de composants dans l'outil concurrent, au final, mes utilisateurs, ce sera peut-être plus pratique pour eux de passer d'un outil à un autre. Mais moi, en termes de business, c'est pas forcément viable pour moi. Le truc, c'est que là, on parle vraiment de décisions qui sont toutes petites. Ce principe de standard, c'est pas nouveau, les standards. Si on pense au standard, on pourrait très bien penser au standard de la prise électrique. La prise électrique, ça enchantait pas forcément au tout départ les premiers installateurs de réseaux électriques de tous se mettre d'accord sur le format parce que forcément si on se met d'accord sur le format, les gens ils vont pouvoir payer le concurrent et pas moi. Au final c'est tellement pratique et aujourd'hui ça paraît juste normal d'avoir des standards pour tout et n'importe quoi. Il y a le standard des prises électriques, il pourrait très bien y avoir le standard l'USB-C. L'USB, c'est un autre standard. Le MP3, c'est un autre standard. Il y aura toujours des entreprises qui vont prendre la décision de faire des standards propriétaires, mais on pense à Apple. Apple aujourd'hui, ils sont en train de passer à l'USB-C, quelque chose de moins propriétaire. Et en plus, on parle de design token ici. On parle vraiment de décisions design qui sont juste beaucoup trop pratiques pour des entreprises et pour des gens. C'est beaucoup trop pratique qu'elles puissent naviguer en fait d'un outil à un autre. Et je pense que les créateurs d'outils ont plus à perdre
a pas forcément utilisé de standard qu'un autre. Parce que là, si on voit qu'un outil a une réticence à utiliser, imaginons que demain, le standard pour les design tokens il soit finalisé et que il y ait Sketch qui est accepté depuis plusieurs mois de travailler main dans la main avec nous pour implémenter le standard dans leur logiciel, mais que Adobe XD, ils n'aient pas voulu. Je vous dis ça comme ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. C'est pas réel, ça. Mais c'est un exemple. Au final, ce serait tellement pratique qu'il y aurait beaucoup trop de personnes qui se diraient bon, en fait, non, j'hésitais entre Adobe XD et puis Sketch. Non, je vais passer sur Sketch. Donc, en fait, il y a aussi le côté expérience utilisateur qui va faire que les entreprises, elles sont obligées de s'adapter parce que si elles ne s'adaptent pas, surtout aujourd'hui à l'heure où tout est connecté, où tout va vraiment vite, en fait, ça peut les impacter en termes de business. Donc, je préfère voir le verre à moitié plein. Et franchement, je pense que on a tous à gagner à ce que le standard il soit utilisé. Donc, croisons les doigts. Lorsque tu faisais ta démonstration, Jules a demandé si cet outil marchait avec autre chose qu'un GitHub. Ça pourrait tout à fait marcher avec n'importe quel outil qui a une API. GitHub, ils ont une API qui permet d'écrire des éléments dans un repository. On pourrait très bien avoir un Bitbucket. On pourrait très bien avoir un Bitbucket qui pareil, a une API qui permet d'écrire des fichiers. Et donc, la Design API, on pourrait très bien avoir au sein d'une même organisation un site dont le code est sur GitHub et un autre projet où le code il est sur un autre service. Donc, le tout, c'est qu'il faut que les outils aient des API pour envoyer ou recevoir de la donnée. C'est ça tout. En fait, c'est là que réside vraiment tout l'intérêt d'une Design API et de la puissance, c'est l'interconnexion. Il faut que les outils puissent se parler les uns avec les autres. Donc, remplacer un outil par un autre, oui, c'est possible. Il faut juste qu'il soit suffisamment intelligent pour prendre la place d'un autre. Encore une ou deux questions. Une question de Yann. Est-ce qu'un design token peut être plus complexe qu'une propriété CSS? Ou bien un token peut être une clé, savoir une valeur? Oui, ça pourrait. On prend par exemple une propriété CSS. Certains design tokens peuvent être représentés par une propriété CSS. Par exemple, une couleur. Par exemple, une hauteur de ligne ou une variable d'espacement. Ça, ça tient dans une seule valeur. Mais il y a un type de token qui correspond par exemple au style de texte. Style de texte, c'est un assemblage de différentes décisions design qui, rassemblées, font un style de texte. Un style de texte, on considère ça comme un design token, mais c'est la fusion, c'est le groupement de plusieurs design tokens qui composent un autre design token finalement. Donc ça c'est pas évident en fait, c'est des questions actuellement qu'on essaye vraiment de répondre au sein du design token community group parce que on a parfois tous des manières différentes de construire et de concevoir les design tokens. Et en fait, il faut réussir à trouver ce noyau dur qui couvre suffisamment de cas et qui est suffisamment flexible pour que, bien sûr, il y aura des cas qui n'ont pas été imaginés et on aura quand même fait une structure de design token suffisamment flexible qui puisse s'adapter à pléthore d'usages qu'on n'aura pas anticipé à la base. Donc oui, il y a des design tokens qui peuvent correspondre à une propriété CSS. Il y a des design tokens qui vont peut-être correspondre à un assemblage de plusieurs propriétés. Il y a des design tokens qui vont avoir la forme de fichiers. Le logo, là, que j'ai modifié sur le site, ça peut à la fois être un fichier SVG, mais le SVG, c'est du code aussi. Donc, en fait, il y a des design tokens dont la valeur va avoir une ou plusieurs formes selon le type de design token. Une dernière question. Très compliqué, je dois la sélectionner. Comment documentez-vous les design tokens au sein de votre design system? De la part de Sarah. Ok, donc chez Specify.
En fait, nous, on a nos design tokens qui sont dans un fichier Figma. Donc, Figma de base va gérer nativement certains types de design tokens. Donc, Figma gère nativement les couleurs, les shadows et les styles de texte. Mais par exemple, pour ce qui est des bordures, pour ce qui est des échelles d'espacement, pour ce qui est des icônes, etc. C'est géré un petit peu différemment selon l'outil design. Mais nous, on va principalement les concevoir dans Figma. La démo que j'ai pu vous faire, c'est on a créé une design API qui nous permet de brancher à Figma, venir recevoir des design tokens, les convertir pour une plateforme ciblage, pour une plateforme qu'on va cibler. Donc nous ici, c'est du web. Et c'est comme ça qu'on va utiliser les design tokens. On va les définir dans Figma. Ils vont venir transiter dans notre design API pour être recrachés dans GitHub, dans d'autres services dont on aura besoin. En fait, une fois qu'on a une design API en place, on peut prioriser des flows à mettre en place en fonction des besoins. Et voilà. On va s'arrêter là et puis on va te libérer. Un grand merci, pour cette magnifique présentation, tes réponses. J'espère en tout cas que Louis aura pu répondre à pas mal de questions, vous éclairer ou vous motiver pour vous lancer sur les design tokens. Un petit mot, Design System France aujourd'hui, c'était Tanguy qui n'a pas porté sa voix mais qui était là, qui s'occupait de noter toutes vos questions, qui s'est également occupé d'organiser l'événement. Il y a 2 personnes dans le public qui sont là aussi de l'équipe, Sisley, Marie-Aline qui nous écoutent et moi, Juliette, qui était ravie d'être avec vous. Encore un grand merci de votre présence et on espère, et je le souhaite de tout notre cœur, à très très bientôt. Merci beaucoup, encore merci Louis. Au plaisir, merci à vous. À bientôt. À bientôt.